Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On se réunit comme chaque semaine pour parler de nos découvertes ornithologiques de ces 7 derniers jours, ou pas. Oh, ce suspense de l'enfer. Je maîtrise le suspense, on m'appelle le Alfred Hitchcock des oiseaux. Ah bah oui, ce qui est un pléonasme d'ailleurs. Mais c'est ça, les oiseaux, bon oui, effectivement. Comment ça va, on va Sophie? parler des corbeaux aujourd'hui du coup, ou bien? Non. En fait, j'ai oublié de te dire, mais c'est le dernier épisode du Courrier de la Sterne. Oh, mon Pourquoi? Dieu. Parce que j'ai appris aujourd'hui que les oiseaux n'existaient pas. Ah non. Eh si, et je vais vous raconter cette fameuse histoire. théorie. Mais oui, Oh, bon c'est sang. horrible, hein, c'est horrible. Mais oui. Tout n'est que mensonge. Et toi, du Ah, coup, zut. tu vas nous parler de choses qui n'existent pas de Madagascar, du coup. Bah ouais, on est parti dans l'imaginaire du coup. Euh, Aïe. Qu'est-ce Bah, qu'on je te fait? pro- Est-ce qu'on commence par l'imaginaire et puis après on voit qu'en Ah, fait bah, tout ça c'est je te- une je te- grande fumisterie? Je te propose qu'on commence par l'imaginaire, on reviendra dans la réalité juste après. Oh mon Dieu. Bon, on va commencer par des bonnes nouvelles, des trucs sympathiques. Je vais vous emmener voyager un petit peu, du coup. Ah bah alors partons à Madagascar. Moi j'étais parti aussi, mais partons à Madagascar. Et ben on va partir à Madagascar parce que j'ai envie de vous présenter une famille d'oiseaux qui est un petit peu particulière, qu'on connaît pas très bien et qui encore aujourd'hui nous pose quelques problèmes au niveau cladistique. Et donc là, je vais vous parler de 4 oiseaux, tout particulièrement, qui s'appellent des Filépitidés, qui appartiennent donc à l'ordre des Ok. Passeriformes et qui depuis peu sont finalement classés parmi une autre petite famille que vous connaissez peut-être, qui s'appelle les Eurylémidés. Alors les Eurylèmes, je sais pas si vous les connaissez, mais c'est généralement des oiseaux qui sont très colorés, vous en avez même qui sont verts, ce qui est quand même un vert pétant qui est assez rare chez les oiseaux quand même, à part chez les perroquets, mais qui ont un autre type de pigment, mais Et mais le en jet gros, vert, hein. vert. Oui, c'est vrai, le jet vert aussi, Le et jet puis vert, bon, magnifique. on a le verdier en France, mais on est quand même sur un vert assez pâle, assez Après, assez brun je finalement. je ne suis pas vert, hein, je suis. Mais Mais c'est vrai que après, voilà, c'est des couleurs quand même. Après, faut les voir. Je vous encourage vraiment à chercher des images de ces oiseaux-là si vous pouvez. Les Eurylèmes, il y a plein de genres différents parmi eux, mais il n'y a pas tant d'espèces que ça parce qu'on est sur une toute petite famille finalement. Une toute petite famille, dont 4 espèces donc se trouvent à Madagascar. 4 espèces qu'on a eu bien du mal à classifier d'ailleurs parce que ils avaient beaucoup de ressemblances avec des petits oiseaux dont on a parlé dans un précédent épisode qui s'appellent les Swimangas. Et donc si vous vous souvenez des Swimangas on les appelle aussi Sunbird en anglais, et c'est des petits oiseaux, je vous avais expliqué, avec un long bec recourbé, qui sont généralement assez petits, un peu plus gros que des colibris quand même, mais qui se nourrissent aussi de nectar, et qui ne sont pas du tout des colibris, donc encore une fois on a une sorte de ce qu'on appelle évolution convergente. Et là c'est ce qui s'était passé aussi avec ces petits oiseaux-là, parce que ces 4 espèces donc, qui habitent à Madagascar ont une ressemblance assez incroyable, notamment pour l'un d'entre eux qu'on appelle justement le Swimanga Sunbird, rien que ça. ok, d'accord. Voilà, qui du coup a une ressemblance très forte avec un Swimanga, effectivement de la famille des Swimanga, mais qui n'en est pas un, qui est bien un Eurylémidé. Et Fantastique. c'est quelque chose qui a été découvert un peu plus tard. Donc encore une fois, un cas d'évolution convergente assez incroyable, un oiseau qui du coup boit aussi du nectar, hein, même type d'alimentation, mais qui n'a pas du tout les mêmes ancêtres que les Swimangas. Épisode 39, si vous voulez revoir le moment où Sophie parle des Swimangas. Ah, merci. De Merci rien. pour la précision. Et donc ces petits oiseaux forestiers donc qui habitent sur l'île de Madagascar, on pensait vraiment que c'était les cousins des Sunbirds parce que donc les Swimangas habitent en Afrique et je vous avais expliqué que c'était notamment en Afrique du Sud qui est pas si loin de Madagascar au final et qu'on aurait pu se dire que ça avait une origine commune tout ça. Et ben non. Et ils ont aussi un autre truc de particulier, ces petits oiseaux-là, c'est qu'ils ont un pigment très spécial qu'on va appeler l'ultra black. Et alors ce pigment ultra black, c'est un noir mais tellement profond qu'on voit même plus les reliefs sur le plumage de l'oiseau. Vous connaissez peut-être certainement un peu plus les
comment dire, les oiseaux de paradis, qui ont, pour certains, ce type de plumage d'un noir tellement profond qu'on a du mal à distinguer quoi que ce soit, surtout quand ils font leur fameuse petite danse, et où ils s'arrangent pour mettre les ailes d'une certaine manière, pour avoir une surface vraiment bien noire, et puis avoir parfois un petit collier coloré, ou quelque chose qui ressort bien sur ce noir profond, hein. Vous avez certainement les images en tête. Et du coup, ces oiseaux de Madagascar peuvent avoir cette coloration très 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 foncée. Et pendant quand même pas mal de temps, on s'est demandé comment est-ce qu'ils arrivaient à produire ce noir aussi profond. Parce qu'on connaît d'autres oiseaux noirs, on sait quel est le pigment qui produit ça, hein, c'est la mélanine, que vous connaissez certainement. Et donc, cette mélanine, on se dit, mais pourquoi avec le même pigment, on obtient un résultat différent chez ces oiseaux-là, parce qu'on avait effectivement déterminé qu'il y avait de la mélanine, que c'était du coup le même pigment que chez les autres oiseaux, et on comprenait pas trop. Et alors il y a plusieurs études qui ont été faites, et notamment une étude qui a été faite il y a déjà quelques temps, c'est sorti en 2018, mais dans Nature, donc je vous mettrai la publication, parce que celle-là est en open access, et cette étude a trouvé qu'en fait il n'y avait pas seulement de la mélanine dans ces plumes-là, il y avait aussi ce qu'on appelle de la microstructure, mais une microstructure telle qu'on n'en avait jamais vue autre part. C'est une microstructure qui va permettre d'avoir un effet un peu particulier sur les rayons lumineux quand ils arrivent sur la surface de la plume de l'oiseau. Est-ce que c'est les mêmes structures qu'on retrouve chez le martin-pêcheur, par exemple, avec justement une réfraction de la lumière qui est à un certain angle, ce qui donne cette couleur bleue, par exemple ? Non, c'est pas exactement les mêmes, mais Okay. effectivement, on est sur un processus qui ressemble, parce que là, on est sur de la structure de la plume, pareil, pour avoir une sorte d'iridescence, un petit peu. Mais là, on est sur une structure différente. Bah là, faut imaginer que la lumière, donc, si vous, quelques notions de physique de base, hein, si vous vous en souvenez plus de ce qu'on avait vu au collège et au lycée, en gros, quand vous voyez un objet noir, c'est que la lumière, les rayons lumineux qui arrivent sur l'objet ont été absorbés par l'objet et qu'il n'y a pas de lumière qui est réfléchie, ou du moins pas beaucoup. Et lorsque vous voyez un objet blanc, c'est que tous les rayons lumineux qui sont arrivés sur l'objet ont été réfléchis et du coup arrivent à votre œil qui va les capter. Et donc, pour ces structures noires, il y a encore une étape supplémentaire entre les deux, c'est-à-dire qu'en fait, sur la plume, vous avez donc le rachis central de la plume, vous avez les barbes qui sont accrochées à ce rachis central, qui sont généralement les trucs que vous pouvez vous amuser à défaire sur les côtés de la plume, là, ces petits... Je sais que les enfants, généralement, ils le font, hein. Ils prennent les côtés de la plume, là, et puis ils ouvrent, et on a l'impression qu'il y a des petits poils sur les côtés, ça c'est ce qu'on appelle des barbes. Et sur ces barbes, vous avez ce qu'on appelle les barbules, qui sont encore des petits crochets supplémentaires qui vont justement accrocher les barbes les unes avec les autres. C'est pour ça que vous avez cette résistance lorsque vous essayez d'ouvrir les barbes de la plume. Et donc, ces barbules, chez la plupart des oiseaux, c'est juste des petits crochets, hein, rien de bien spécial. Sauf que chez les oiseaux qui ont cette coloration super black, il y a un petit truc supplémentaire. Ces barbules, au lieu d'être simplement, et oui, au lieu d'être simplement des petites tiges avec un ou deux crochets dessus, et ben en fait on n'est plus du tout sur la même forme. On est cette fois-ci sur une sorte de forme un peu en flamme. Donc c'est assez drôle parce qu'on a l'impression qu'il y a des petites indentations un peu partout, ça fait une structure un peu plus large finalement qu'une barbule habituelle. Je sais pas si vous avez vu des Lego chez vous quand vous étiez petit, mais en gros vous avez cette petite flamme en Lego. J'avais un dragon à l'époque, il y avait cette petite flamme en Lego là qu'on pouvait lui mettre dans la bouche. Et en regardant les clichés microscopiques de ces petites barbules sur ces oiseaux-là, hein, parce qu'on est vraiment sur de la structure microscopique là, et ben ça me fait tellement penser à cette petite flamme en Lego, c'est incroyable. C'est vraiment ça, faut imaginer ça, mais en tout petit et répété plusieurs fois sur la barbule, pour vous donner une image un peu de ce à quoi ça ressemble. Au pire, vous regarderez sur la publication qu'on vous mettra en lien. Mais voilà, donc ça donne cette forme un petit peu spéciale, et en fait ce qui va se passer, c'est que lorsque la lumière va venir frapper la plume, et donc les barbules de la plume, elle va non seulement être absorbée par la plume elle-même lors de son premier passage, mais en plus être réfléchie, le petit peu de lumière, parce qu'il y a toujours un petit peu qui va être réfléchi, tout ne va pas être absorbé tout de suite par la couleur noire, par la mélanine, il y a un petit peu qui va quand même être réfléchi, qui normalement arrive à votre œil derrière. Mais là, au lieu que ça se passe comme ça, en fait, cette
petite proportion de lumière qui va être réfléchie, en fait, va être réfléchie, mais sur le reste des barbules, qui du coup est découpé en tout petits morceaux, qui vont se renvoyer ce reste de lumière qui est réfléchi normalement, et qui vont à leur tour absorber ce qui reste des derniers rayons lumineux qui normalement sont réfléchis. Ce qui fait que, du coup, à force de réfléchir la lumière comme ça, il y a plus grand chose qui reste à la fin, et on va descendre sur à peu près 99,999% de la lumière qui va être absorbée par la plume au lieu de réfléchir peut-être une dizaine de pourcents quand même normalement lorsque vous avez un noir tout à fait normal. Et donc c'est pour ça que lorsque vous voyez cette ultra black ou super black en fonction des publications, il y a plusieurs noms, et ben en fait vous voyez même pas les structures, vous voyez même pas l'aile, vous voyez même pas les différentes plumes, vous voyez même pas le relief sur l'oiseau, vous voyez juste du noir. Et c'est tout. Et vous avez même pas l'impression qu'il y a une texture, il y a un machin. Vous voyez rien en fait. Il y a quasiment rien qui est réfléchi. Donc votre œil ne peut rien distinguer à ce niveau-là. Et ces structures-là, en fait, c'est plus ou moins les mêmes structures qu'on va retrouver sur des choses qui cette fois-ci sont faites de la main de l'homme, qui vont être notamment les panneaux solaires, parce que ça va aussi servir à absorber les rayons lumineux pour le coup. Donc on essaie de faire plus ou moins la même chose. Voilà, logique. Et puis aussi tout ce qui est en grandes antennes qui essaient de capter un peu des trucs à droite et gauche, on va essayer d'avoir des matériaux très très absorbants pour pouvoir récupérer un maximum de radiation. Donc c'est marrant comme ces structures qu'on a dans la nature finalement rappellent beaucoup des matériaux qui n'ont rien à voir avec des plumes, mais rien du tout, mais qui pourtant fonctionnent de la même manière. Donc encore une fois, on peut complètement regarder des choses qui sont faites dans la nature naturellement et se baser là-dessus pour imaginer des choses qui pourraient rendre notre quotidien en tant qu'humain plus simple. Donc moi je trouvais ça assez incroyable, juste cette méthode en fait pour garder un maximum de lumière absorbée par la plume et pour avoir un noir le plus profond possible. Voilà. Fantastique. Moi j'avais eu l'occasion, tu parlais de paradisier justement, c'était le paradisier, donc j'ai refait la recherche pendant que tu discutais. C'était le paradisier superbe effectivement. Vous savez, c'est celui qui danse là devant une femelle avec le petit collier là. Je sais pas si vous vous rappelez du Dilophosaure de Jurassic Park, c'est la même chose. Sauf que lui ne crache pas de venin. Enfin Dilophosaure ne crachait pas de venin, mais voilà, c'est pour vous représenter l'idée. Et donc du coup il parlait déjà d'un plumage qui était particulièrement noir, qui était plus noir que le Vantablack, qui est la couleur la plus noire inventée par l'homme. Donc la nature effectivement a produit une couleur encore plus noire que celle de l'homme. Et pour l'Eurilemme, je l'ignorais pour le coup, je ne savais pas. Ouais. D'habitude, effectivement, tu parlais en introduction des Eurilemme qui sont généralement très colorés, et je ne m'attendais pas à ce résultat-là pour le coup. D'accord. Tu vois, il y a 2-3 espèces dans ce groupe-là qui ont aussi évolué cette couleur-là. Donc ça, c'est complètement de la convergence évolutive, parce que évidemment, c'est deux familles qui sont très différentes et qui n'ont pas vraiment ils ont un ancêtre commun, mais un petit peu plus lointain. Donc, comme le reste des oiseaux n'ont pas cette coloration structurelle, du coup, on suppose que ça évolue indifféremment. Donc, c'est encore un cas de convergence évolutive, du coup, qui est assez incroyable finalement. On vous invite à voir quelques photos de ces oiseaux. C'est quelles espèces d'Eurilemme pour le coup ? Alors, que je te dise pas de bêtises. On a la philépite veloutée, il me semble, qui du coup est complètement noire, avec... C'est très marrant aussi parce qu'on a des caroncules sur cet animal-là qui sont vert vif sur un plumage qui est totalement noir. Et du coup, ça donne une... Il y a un contraste qui est juste incroyable. Et c'est superbe. Et donc en plus ces caroncules, alors c'est des bouts de peau qui sont présentes à partir du bec et qui vont aussi jusqu'au-dessus des sourcils de l'oiseau sur celui-là, et qu'il peut choisir d'ouvrir ou de refermer. Donc il y a des moments où effectivement il va ouvrir les caroncules, où vous allez pouvoir voir ce vert pétant, vraiment, hein, on dirait qu'on l'a dessiné au fluo le truc.
Et il y a des moments où il peut les refermer, donc les moments où il fait pas de display, pas de courtship. Voilà, il va simplement rester tout noir pour le coup. Ce sera la partie de peau extérieure est noire, elle n'est pas verte. J'avais oublié à quel point le rilem est un oiseau magnifique. Là, je suis tombé sur le rilem à capuchon qui est juste, mais sublime. Exactement. En fait, t'as l'impression qu'on a crayonné l'oiseau, enfin le plumage. C'est fantastique. C'est incroyable. Superbes. Ils sont superbes ces oiseaux. Vous avez aussi la philépide de Schlegel. Alors je sais pas si je prononce bien Schlegel, mais si vous regardez le nom, on est sur SCHLEGEL. Alors bon, on est surtout sur de la console quand même. Vaut beaucoup de points au Scrabble. Exactement. Est-ce qu'on a droit au nom commun des oiseaux au Scrabble? Bon, je pense, oui. Ou est-ce qu'on considère que c'est un nom de famille du coup, parce que Philépite, non, moi ça me paraît plutôt... Non, mais Schlegel, du coup. Ah, Schlegel. Ah oui, je sais pas ça. Je sais pas, je connais pas les règles du Scrabble. Mais bon, déjà avec Philépite, t'as pas mal de points, je pense. Hein. P-H-I-L-P encore, I-2-T. Ouais, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Et du coup, cette philépite, c'est un oiseau qui est plus dans les jaunes verts pour le coup, avec une tête noire, pareil, noir foncé. Et les caroncules sont un petit peu moins grandes que sur la philépite veloutée, mais on est quand même sur du vert vif, mais alors cette fois-ci avec un bleu profond juste au-dessus de l'œil pour faire genre une sorte de bande, tu sais. Encore une fois, des patterns incroyables. Voilà. Ah, le rilem. Ah bah ça me fait plaisir de reparler de cette famille d'oiseaux. Mm-hmm. Mais comme je te l'ai dit en introduction, les oiseaux, ça n'existe pas. Oh mon Dieu, mais tout s'effondre. Tout s'effondre. Mais du coup, pourquoi avons-nous fait tous ces on va répondre à ça. Mais pourquoi les oiseaux se posent sur des fils électriques? C'est pour se recharger, bien sûr. Hein? Mais bien sûr. Pourquoi on ne voit pas de jeunes pigeons? Mais c'est parce que tout simplement le gouvernement pose uniquement des pigeons adultes. C'est pour ça. Oui. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai l'occasion de donner des conférences de temps en temps. Et j'ai donné une conférence sur les oiseaux du jardin. Et il y a une question qui m'a été posée par rapport aux corneilles de la ville de Paris. et la personne me demandait si les corneilles de la ville de Paris faisaient de la surveillance. Donc, mais pas mal. Du coup, je lui ai expliqué que non, hein, on baguait les oiseaux. Corneille Paris était un programme justement de bagage des oiseaux et de surveillance des oiseaux, mais uniquement à volonté, à vocation scientifique. On avait d'ailleurs parlé de ça avec Perrine, le kit Charançol, en long, en large et en travers dans un précédent épisode. Et je me suis interrogé sur cette réflexion qui m'a été faite. Et tout ça remonte à une théorie du complot qui s'appelle Birds Aren't Real, donc les oiseaux ne sont pas réels, une théorie qui prend son émergence aux alentours de 2017 par un certain Peter McIndoe, alors je ne sais pas si je prononce bien, McIndoe en tout cas, qui lorsqu'il a vu une manifestation pro-Trump, lorsqu'il était donc, je crois que c'est dans la ville de Memphis si mes souvenirs sont bons, il avait vu une affiche avec marqué Birds Aren't Real, et là il a fait oh mon Dieu, il faut que je fasse un truc. Mais tellement. Et donc du coup il a fait une vidéo, il l'a postée par la suite sur les réseaux sociaux, et le mouvement a été particulièrement suivi. Et il expliquait en gros que entre 1959 et 1971, le gouvernement américain avait tué tous les oiseaux, 12 milliards d'oiseaux, et les avait remplacés par des drones. Par des oiseaux de surveillance. Et c'est comme ça que cette théorie du complot a commencé à prendre son envol, si je puis dire.
Donc elle est devenue virale. Il y a eu différentes manifestations qui ont été organisées. Ils sont par exemple allés devant le siège de Twitter pour demander au président de l'époque de Twitter d'enlever l'oiseau de Twitter. C'était un peu prémonitoire, mine de rien. C'est génial. Et en réalité, le mouvement aujourd'hui, on est en 2024, il a pris tellement d'ampleur qu'il y a sur les quelques réseaux sociaux plusieurs centaines de milliers de personnes qui suivent Birds Aren't Real. Et là, on se dit, mais le gars qui a créé ça, donc Peter McIndoe, c'est un allumé. Parce que justement il va aux quatre coins des États-Unis, parce que oui, ça se passe aux États-Unis. Il va aux quatre coins des États-Unis pour dire voilà, les oiseaux n'existent pas. Il a un camion sur lequel il y a une gigantesque parabole pour surveiller les fameux drones. C'est quelqu'un, on se dit que c'est un allumé, d'autant plus qu'il vient d'une famille assez conservatrice, qu'il a vécu dans le conspirationnisme. Il a par exemple appris que la théorie de l'évolution n'existait pas. Théorie de l'évolution qui n'existe pas, c'est quelque chose qui est extrêmement courant, notamment dans les parties les plus pauvres des États-Unis, que Obama était l'antéchrist par excellence. Donc voilà, il a grandi dans ce genre de conspiration, et il a décidé d'en lancer une, mais à partir de 2021, il a révélé au monde entier que ce qu'il faisait, c'était davantage une expérience sociale pour essayer de comprendre comment on pouvait réussir non seulement à créer une conspiration, mais surtout, qu'est-ce que les gens tiraient de ces conspirations. Il a réalisé un TED Talks dans lequel il expliquait réellement que son intention, c'était de comprendre ce que les gens pouvaient tirer de ces contre-vérités-là. Oui. Alors évidemment, il n'a pas spécialement de réponse à tout ça. Il a essayé un petit peu par la suite de comme je l'ai dit, tomber le masque en essayant de passer à la télévision, et en disant effectivement que l'objectif c'était, je cite, de forcer l'Amérique de l'ère d'Internet à se regarder dans un miroir, ce qui est assez intéressant et ce qui répond un peu à ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé finalement lors des précédentes années, notamment avec toute l'histoire de la pandémie de Covid qu'il y a eu. Et par la suite, malgré le fait que indéfectiblement, il a dit que c'était effectivement un acteur et que c'était une parodie et qu'il avait falsifié des preuves, allant même jusqu'à inviter un faux agent de la CIA qui était un vieil acteur à venir pour parler justement des preuves qu'il avait eues. Le mouvement reste extrêmement présent aux États-Unis. Alors, il y a des ornithologues qui s'en moquent, bien sûr, mais dans le lot des personnes qui sont présentes, il y a aussi des personnes qui croient dur comme fer à cette théorie. Et le véritable revers de la médaille de notre cher ami, c'était de combattre la conspiration par la conspiration. Et comme l'a dit Marie Pelletier, qui est historienne et chercheuse spécialiste du complotisme, dans un article que vous retrouverez sur la RTBF, elle a dit que c'était irresponsable, que sous le prétexte de l'humour, on ajoute de la confusion à de la confusion, et pire, que cette désinformation rapportait de l'argent justement à Peter, parce que Peter a un site dans lequel vous pouvez d'ailleurs acheter des t-shirts, vous pouvez acheter des autocollants, Birds Aren't Real. Donc sa façon de faire a été très très loin de plaire à la grande majorité des personnes, aussi bien des conspirationnistes que des non-conspirationnistes, mais c'est une prise de conscience assez intéressante qu'il va d'ailleurs synthétiser dans un livre qui sort en juin prochain. Alors je vais retrouver le nom du livre parce qu'il est extrêmement long, c'est terrifiant, mais en gros on a non vraiment il aime écrire, je crois. le nom du livre est vraiment terrible. Birds Aren't Real, The True Story of Mass Avian Murder and the Largest Surveillance Campaign in US History. Voilà, ça sort le 4 juin prochain, évidemment en anglais, et il a promis d'expliquer l'intégralité
de la théorie. Donc voilà, birds aren't real, non, les oiseaux existent bel et bien, même si des panneaux vous disent que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, dans sa conférence, il disait on a mis un panneau birds aren't real et le gouvernement nous a espionnés en mettant des oiseaux sur le panneau parce qu'il y avait des oiseaux qui étaient posés sur le panneau. Voilà, mais c'est assez intéressant de voir à quel point un faux mouvement a pu prendre une telle ampleur. D'autant plus que comme on l'a vu, comme moi j'ai eu l'occasion de l'expérimenter dans cette conférence, c'est quelque chose qui est pris au pied de la lettre par certaines personnes. C'est assez incroyable parce que quand tu vas sur son site web, en fait, il a écrit toute l'histoire, en fait, toute la fausse histoire, parce qu'évidemment, il a tout écrit. Le about fait... C'est le ça. about fait, je sais pas... il y a des pages et des pages. Il doit prendre 3 heures à lire, c'est terrifiant. J'avais lu parce que je m'étais intéressée au truc aussi il y a déjà quelques temps. C'est incroyable comme truc et je trouve ça génial. Et je peux comprendre qu'il y en ait qui soient pas contents et qui aient dit non, mais c'est pas comme ça qu'on étudie les théories du complot. Mais enfin, on est d'accord que ça a juste donné un gros coup de pied dans la fourmilière et que c'est génial. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui, soit effectivement y croient dur comme fer, soit on prie pas au mouvement à un moment, parce que je sais pas si t'as lu cette partie-là, mais en gros, ce dont il s'est rendu compte aussi, ce qu'il expliquait à un moment, c'est que les théories du complot s'attirent l'une l'autre en quelque sorte. C'est qu'en gros, si tu fais partie en quelque sorte d'un groupe qui adhère à déjà de nombreuses théories de complot, il y a de fortes chances que tu en adhères à d'autres au fur et à mesure de ta progression dans tout ça. Et de plus en plus abracadabrante évidemment. Et donc ça, il expliquait que c'est aussi un moyen de faire comprendre à ces gens qui vont de plus en plus dans l'incroyable, dans les théories du complot un peu bizarres, que en fait au bout d'un moment faut arrêter de croire n'importe quoi. Ça, c'est typiquement le genre de truc, tu te dis non mais ça peut pas exister, c'est pas possible. Donc évidemment quand il a révélé au monde que c'était un faux mouvement, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû se sentir trahis d'une certaine manière, et ça a dû leur faire un coup au moral. Alors soit ils ont été dans le déni total et ils ont continué à croire dur comme fer en disant oui on nous abandonne. C'était un oiseau lui aussi. Non mais il a été corrompu, vous comprenez, parce que je suis sûre qu'il y a des choses comme oui non il a été acheté pour nous dire ça. Voilà. Sans doute. Yeah. Mais il expliquait aussi, et c'est assez intéressant, parce que lui parlait justement du fait qu'il était un petit peu marginalisé par rapport aux théories qu'il entendait, par rapport aux choses auxquelles il croyait. Et il pense aussi que c'est aussi pour ça que ces gens se réunissent, c'est parce que ces gens cherchent une appartenance qu'ils n'ont peut-être pas trouvée ailleurs. On en revient finalement à des problèmes de société très très classiques, où évidemment vous devez vous conformer à la société, mais en même temps être vous-même tout en étant dans le moule de la société, c'est un peu compliqué. Ce qui sont des concepts très compliqués. Mais voilà, il expliquait aussi que c'était aussi une partie de cette recherche possible de vérité alternative. On rentre un petit peu dans la psychologie, mais il expliquait grosso modo que s'il y avait aussi des gens qui croyaient, c'est parce que ces gens-là n'avaient pas forcément été bien accueillis par la société ou par diverses personnes qu'ils ont rencontrées. Donc c'était assez intéressant, et moi je pensais vraiment que j'allais tomber vraiment sur une théorie du complot basique où on allait se marrer pendant 10 minutes, mais en réalité non, il y a vraiment un fond extrêmement intéressant à en tirer, et il y a, comme je l'ai dit, un TED Talk qui est sous-titré en français, qui dure 15 minutes, qui résumera parfaitement tout ce que je viens de dire, qui en apportera des éléments supplémentaires. Mais voilà, je vous invite évidemment à aller le voir, puis d'autres articles qui sont évidemment sortis, qu'on vous mettra en lien dans la description. C'est un super sujet, effectivement, surtout à l'heure d'aujourd'hui où on a de plus en plus de théories du complot. C'est intéressant d'avoir ce genre de contre-exemple, justement, pour nous montrer à quel point ça peut être dangereux et ça peut être facile d'embrigader les gens, même dans une histoire aussi débile, on est d'accord, que remplacer des millions et des millions d'oiseaux par des drones du gouvernement.
Mais moi, j'adhère à cette théorie. Je veux dire, les pigeons, on les voit pas, quoi. Les jeunes pigeons, ils sont où hein Non, mais dans l'œuf, alors déjà... non, avant que vous posiez la question, les pigeons jeunes, ils existent, vous inquiétez pas. C'est juste que les jeunes pigeons passent énormément de temps en fait au nid des parents, en moyenne 35 à 40 jours, ce qui font qu'ils ont déjà leur taille adulte. En réalité, lorsqu'ils sortent pour la première fois du nid, on peut les confondre notamment avec la couleur de leurs yeux. Mais rassurez-vous, les pigeons naissent, vivent et meurent comme tous les autres oiseaux. Il n'y a pas de régénération ou de je ne sais quoi. Si vous en ouvrez un, il n'y aura pas de petits modules à l'intérieur ou de caméras de surveillance ou quoi que ce soit. Vous en faites pas. C'était des micros, parce qu'il y avait un schéma sur le truc, où c'était des micros vraiment qui étaient installés dans l'oiseau, et la caméra c'était l'œil. Oui, c'était, et du coup l'oiseau se rechargeait par les pattes. Voilà. Il y a vraiment un tract comme ça qui est et qui stipule bien ceci n'est pas une comédie. C'est vraiment... Il y avait aussi le tract If it flies, it spies. Et c'est pas mal du tout. Voilà. Did you know that birds charge on power lines? Surveillance sector. Trop bien. Et donc ça t'explique comment est-ce que ça se recharge sur les lignes électriques, c'est génial. Ah, c'est incroyable. Ah, bon sang, il y a les casquettes et tout du mouvement. Oui, bah après, c'est un peu d'argent de poche, tu m'étonnes. Ah oui, pour avoir... Non, mais faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Pour avoir réussi à mettre en place une théorie du complot tout seul et pour s'être amusé un peu, parce que pour arriver à prouver son truc, parce que c'est ça aussi que moi je trouve fantastique, c'est qu'il a vraiment... Personne avant lui a créé une théorie du complot de toute pièce comme ça, juste pour le fun, et a essayé après de voir si ça pouvait en être un véritable phénomène de société. C'est chouette. Enfin, c'est chouette. C'est dommage qu'il y ait des gens qui y croient pour de vrai. Je pensais pas que ça... Mais tu vois, tout arrive. Et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est là où tu dis s'il y a des gens qui sont capables de croire ce genre de choses, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'autres théories du complot qui ont peut-être une façade un peu moins bébête que celle-là, qui sont finalement beaucoup plus dangereuses. Oui, totalement. Alors du coup, les oiseaux n'existent pas, ce qui veut dire qu'on revient la semaine prochaine. Incroyable. Il va falloir qu'on en parle. Hein. Non, mais on a des devoirs à faire. Il va falloir qu'on fasse des recherches. Voilà. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir été présente. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Merci à toi, Florian. Et puis à bientôt pour voir si les oiseaux, finalement, ils sont méchants ou pas. Bah, la semaine prochaine. Du coup, en attendant, on te retrouve sur Twitter, @leplumeux. On te retrouve sur Entracte Science, aux côtés de Julien. On te retrouve également sur Twitch, lorsque tu as l'occasion d'enregistrer sur Twitch. D'ailleurs, tu as sorti une vidéo un petit peu particulière, mais qui pourrait intéresser certaines personnes qui nous écoutent, notamment des auditrices. Oui, bon après, auditrice, auditeur, tu sais, je fais pas de différence. Hein. Mais oui, c'est une vidéo plus d'esprit critique sur les cosmétiques, donc ça change un petit peu des choses habituelles sur les oiseaux, mais bon, comme j'avais fait quelques recherches sur le sujet, c'est toujours intéressant à partager. Et nous, chers auditeurs, chères auditrices, j'en perds ma voix. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Vous pouvez retrouver les précédents, bien évidemment, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur d'autres plateformes. Vous nous retrouvez aussi sur Twitter, @podcdls. Et donc, la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes. À plus.